et de votre appartenance à ce pays-là, lorsque vous avez une mère qui finalement vous dit à la fin de sa vie, oui, lorsque j'étais infirmière, on me disait sale négresse, mais tout au long de notre adolescence et de notre vie de jeunes adultes, elle ne nous a jamais dit ça. Parce qu'elle voulait que l'on se construise non pas dans la rancœur face à l'autre, mais juste dans cette universalité, dans cette main tendue à l'autre, malgré les difficultés. Pascal Blanchard. Oui, j'ai une chose que je veux dire, parce que moi c'est amusant, parce que j'écris sur la France noire et je ne suis pas noir. Ouais. On pourrait se poser la question inversée. J'ai pas remarqué. Et quelque On est part... parfois étourdi. Il doit y avoir une raison sous-jacente. Et mon petit garçon Vous avez fait a des votre yeux analyse, bleus. Pascal Blanchard, ou pas C'est pas un problème d'analyse. Et ça, c'est important ce que je veux dire. On est en train de la faire et je me dis, moi je sais pourquoi je travaille là-dessus, parce que c'est d'abord aussi une histoire de France. Et c'est une histoire totalement française qui nous constitue aujourd'hui bien au-delà des publics qui pourraient se sentir concernés. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien comprendre à la guerre 14-18 si vous ne connaissez pas la présence des Outre-mer. Vous ne comprenez rien à ce 19e siècle dans toutes ses complexités si vous ne connaissez pas l'abolition, les conquêtes coloniales, l'impact sur lui. Vous ne comprenez rien à l'art et à Picasso si vous ne comprenez pas les Demoiselles d'Avignon fait parce qu'il a été aux zoos humains voir et acheter des cartes postales. Vous ne comprenez rien à Joséphine Baker et à la culture jazz si vous ne regardez pas ces années 30. Vous ne comprenez rien à la beauté des boxeurs et comment elles ont fasciné Apollinaire si vous ne connaissez pas l'histoire d'Albrone. Et vous ne comprenez rien à la Seconde Guerre mondiale si vous ne parlez pas de l'armée d'Afrique ou du blanchiment des troupes à la veille de libérer Paris. Et vous ne comprenez strictement rien à la 4ème République si vous ne connaissez pas l'histoire de Monnerville. Mais qu'est-ce que l'histoire des années 60, et tu en parles dans le film, si on ne parle pas des plus grandes grèves dans ce pays, la grève des foyers, des travailleurs africains dans le mouvement social, imbibé par mai 68 et la lutte. Ça, c'est de l'histoire de France. Et j'arrête pas de dire, moi, c'est pas l'histoire des Noirs. C'est de l'histoire de France auquel l'ensemble de la société a participé. Tout à fait. Et j'aurais une scène, moi, que j'ai gardée pour le film. Quand on voit Rocard et Sartre à l'enterrement de ces 10 hommes, travailleurs, qui meurent dans un foyer incendié à Aubervilliers. C'est un des plus beaux discours politiques que j'aurais eu de ma vie. Et je me dis qu'il est loin, ce discours politique, d'un Rocard sur le haut de la tribune et d'un Sartre qui explique que ce qui meurt dans nos villes, ici à Aubervilliers, c'est tout l'héritage de ces 3 siècles, nous n'avons pas voulu voir ces hommes. Et d'un seul coup, je me rends compte que nos combats en fait d'aujourd'hui sont pas neufs. C'est ça aussi qu'il faut dire aux jeunes. Avant nous, là, depuis 150 ans, voire 200 ans, les premiers députés à la Constituante qui venaient de Saint-Domingue, ils avaient le même discours que nous. C'est-à-dire que nous faisons que reprendre le flambeau de ceux qui se sont battus avant. Mais et quelque part, ça a changé. Non, c'est plus compliqué que ça. Oui. C'est quelque chose de très complexe, en fait, de faire accepter dans l'inconscient collectif, quand toute la société n'en voit que des émetteurs blancs, que cette société peut être pluriculturelle. C'est quelque chose de très compliqué. C'est un des plus grands enjeux du 21e siècle. On n'a pas de chance. C'est tombé sur notre génération à gérer ça. Oui, et on devra y arriver en plus. Mais parce qu'il n'y a pas le le choix. discours politique n'assume pas cette Mais le discours pluriculturalité. politique, il faut lui taper sur les fesses de temps en temps en leur disant il y a maintenant 15 millions de personnes dans ce pays qui ont un grand-père ou une grand-mère née aux Outre-mer. Et si vous voulez perdre les élections, continuez comme ça. Un jour, on en ira d'autres. Regardez le Sénat. On était persuadé qu'il resterait toujours à droite. Alors, il n'est pas encore véritablement dans cette pluriculturalité, parce qu'il manque beaucoup de femmes et beaucoup de diversité. Mais quelque part, les choses peuvent changer. Si le Sénat passe à gauche, tout est possible dans ce pays. Tout. Y compris qu'un jour, on comprenne qu'un ministre ou qu'une ministre afro-antillaise n'est pas forcément dédiée à travailler sur l'outre-mer, mais peut avoir... C'est peut-être une des ironies de l'histoire de se rendre compte que c'est Ramayad, quelque part, qui a fait passer ce message-là, que c'est un gouvernement de droite qui l'a amené. On voit bien que c'est paradoxal, ce pays. Il est donc très compliqué sur cette question. Ça dépasse le simple clivage, c'est bien, c'est mal. Merci. Et politique. Et gauche-droite, parce que voilà, Ahmed voudrait bien m'identifier à la droite. Moi, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas de parti politique. Je suis ni de droite, ni de gauche. Et alors je suis quelqu'un de la société civile. Attendez, excusez-moi, il y a de toute façon des ambiguïtés. Les rapports ne sont pas clairs. Ouais. Ni la gauche avec l'héritage colonial, ni la droite. Alors, la droite a plutôt un passif paternaliste, donc ça gomme un peu le racisme. Et puis la gauche est dans une espèce de crainte parce qu'elle ne sait pas assumer cet héritage-là. Donc voilà, c'est pas la droite fait mieux que la gauche. Oui. C'est vrai que sur les symboles, incontestablement, l'actuel président de la République a fait mieux que la gauche. C'est vrai. Mais voilà, il faut dire à la gauche cela. Mais, Et réveiller la gauche là-dessus. voilà, mais pas forcément donner un satisfecit à la droite parce que le rapport reste encore ambigu. Ok, Diallo, comment vous voyez votre avenir en France? Je le vois déjà. C'est déjà ça. Je ne me pose pas la question en fait. Radieux. Merci beaucoup. Non, mais moi je me sens. C'est-à-dire que concrètement, moi je me suis jamais interrogée par rapport à la légitimité de ma présence ici. C'est-à-dire que moi je considère. Non, je n'ai pas parlé de légitimité, mais comme vous avez fait état d'un certain nombre de difficultés et de perceptions. Oui, alors ça va évoluer. Je pose ma question autrement parce que Pascal Blanchard a un peu éludé la question politique, mais visiblement il y a un recul dans le discours, dans les mots qu'on entend
autant médiatique sur cette France globale qui intégrerait toutes les cultures, toutes les couleurs. En même temps, si vous m'aviez posé la question il y a 3 ans, je ne me serais jamais imaginé être sur un plateau de télévision en train de parler de ça. Donc concrètement, il y a quand même des choses qui existent aujourd'hui. Moi, il y a quelques années non plus. Hein. Oui, voilà, donc il y a quand même des choses. Moi, j'ai grandi face à une télévision qui était entièrement blanche, si ce n'est les séries soit brésiliennes, soit américaines. Donc il y a quand même une évolution dans la possibilité d'intervenir dans le débat. Et c'est vrai que moi, en tant que militante, parce que le projet des Indivisibles, c'était d'interpeller les médias par rapport à un certain nombre de préjugés qui ont augmenté et qui se sont répandus depuis que l'association existe, mais en même temps, on a réussi à accéder à la parole et à construire un contre-discours, même si en face, effectivement, on a des gens on est qui dans sont l'opposition entre. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si en face, les gens sont aussi énervés, c'est parce qu'on est à l'aube d'un changement qui va être important. Je suis convaincue qu'ils s'accrochent au peu qu'il leur reste, mais je crois qu'il y a quelque part quelque chose qui est en train de se terminer. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, si on a la parole et si on a eu des débats aussi violents sur la laïcité, sur l'identité nationale, un pays qui s'interroge autant sur ce qu'il a été, c'est parce qu'il sent qu'il est en train de changer et en tout cas que le rapport de force est en train de s'infléchir. La génération à laquelle j'appartiens, moi je fais quand même partie des premières générations d'enfants d'Africains qui sont nés sur le sol français. Je me rends bien compte qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont 10 ans de moins que moi, qui vont arriver en politique, dans les médias, etc., et qu'à un moment donné, il ne sera plus possible de les cacher. Et je suis convaincue que les gens qui protestent là, non seulement vont vieillir, mais n'auront plus la capacité de répondre à des gens qui seront là et en capacité de répondre. Le repli identitaire dont on parle beaucoup depuis quelques années, depuis tout ce débat sur la diversité. On parle aussi de communautarisme. Oui, alors justement, ne vient pas de ceux que l'on accuse de communautarisme. Moi, j'ai aucun problème avec le communautarisme. C'est la réalité de notre pays, c'est un pays de communauté. Donc soyons très clairs, assumons ça. C'est un pays de clivage, un pays de corporatisme, de confrérie et tout cela. Donc moi, je n'ai pas de problème. Donc un pays divisé. De cooptation, de réseau. Mais pas de communauté. Pas de communauté. Ça, c'est un chiffon rouge, parce que la communauté, on ne s'en sert que pour stigmatiser et pour discréditer des solidarités qui se construisent justement parce que l'État est absent, négligent, défaillant. Donc voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que le terme qui est employé, pour moi, ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas parce que justement on est solidaire pour se défendre qu'on est dans un communautarisme. Moi, le mot a perdu son sens. Et donc, très clairement, ce repli identitaire aujourd'hui, c'est le peuple dit dominant en termes numériques ou de couleur de peau. Mais ces résistances, elles sont orchestrées par les médias, par une grande partie de la classe politique, On est dans un média de service public, là, aujourd'hui. Oui, mais alors, privé ou public. Mais on voit bien que c'est pas aussi simple que ça. Je vais donner un exemple. En mai 68, il y a une émission de télé qui fait un carton qui s'appelle Pulsation, présentée par Manu Dibango, qui ne parle que de musique noire. Donc on peut être à la télé tout en restant minoritaire dans le cerveau des gens. Ce qui change véritablement, je vous dis, c'est quand si un jour il y a 11 joueurs noirs et maghrébins en équipe de France, personne ne se dise, à part quelques-uns irréductibles, c'est pas la France, c'est tout. Et ça va être très long. Bon alors grâce à votre documentaire, ça va être très très long. Grâce à votre documentaire, votre livre La France noire et une expo dont on peut parler. Une expo qui va aller dans toute la France, dans les départements d'outre-mer et en Afrique. Et qui sera au musée du Quai Branly où nous sommes. C'est autre chose au musée du Quai Branly où nous sommes. Dans 2 mois, une très belle exposition ouvre qui s'appelle Exhibition l'invention du sauvage, qui nous explique comment il y a 5 siècles on a cru que le sauvage existait. Et comment ceci est rentré petit à petit dans nos cerveaux et comment on va commencer à... On a construit le sauvage. On a construit le sauvage parce qu'il y a quand même un enjeu de pouvoir qui est important, un enjeu de domination du monde, un enjeu d'assignation à des catégories de population, à des tâches précises. Voilà. Donc on a construit le sauvage. Parce qu'ils étaient admiratifs. Il y avait des échanges de diplomates entre des régions du monde, l'Europe et l'Afrique par exemple. Ils ont été admiratifs de l'organisation, de l'urbanité même de certains lieux en Afrique. Donc ils ont construit le sauvage, c'était instrumental. Alors on a beaucoup de choses à prendre, malheureusement on a terminé, Claudie, vous reviendrez. On ne se nourrit pas justement de tout cela. Vous savez, on a créé un peuple de la diversité aujourd'hui. Exactement. Toutes les France à l'honneur. Merci Pascal Blanchard. On regardera avec intérêt donc ce documentaire qui va passer sur France Télé en janvier, au mois de janvier 2012. Merci Rokhaya Diallo, merci Christiane Taubira, merci Claudie Siard. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Toutes les France. Au revoir. Donc c'était pas mal en fait. On a fait 1h30 là, non? Non, on a fait que 52, mais c'était très sympa. C'était bien. Donc on n'irait pas à la tronçonneuse dedans. Non, aucune, non.